Alors, bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, donc, je vais présenter crise, résilience et welfare à la suite donc de ce que ma collègue Marie-Claire Ferriès a déjà donc développé. Vous verrez donc il y a des éléments de continuité. Alors, je reprends la grande peste. On a vu donc l'impact démographique. Cette peste apparaît et disparaît sans que les mesures prises par les hommes ne soient vraiment efficaces. Et nous avons donc parlé de la quarantaine, mais pendant tout le XIVe siècle et au moins jusqu'au début du XVIe siècle, elle réapparaît chaque année dans un endroit. Et à l'échelle d'une ville, en moyenne, la peste revient tous les 10 ans. Tous les 10 ans dans sa forme la plus violente, bien sûr, mais elle persiste à l'état semi-endémique, sous forme atténuée. On la retrouve d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre. Donc avec, il faut bien le dire, donc la violence de cette épidémie et de celles qui suivent donc frappe la population. Donc l'Europe perd un tiers de sa population. Donc la peste, la grande peste, constitue un accident démographique d'une gravité sans précédent. Et l'Europe perd un tiers de sa population. L'Italie, donc pour vous donner des chiffres, en 1300, elle comptait 12,5 millions d'habitants, 1350, 9 millions d'habitants, 1400, 7,4 millions d'habitants. Donc, vous pouvez donc vous rendre compte de la violence avec laquelle les épidémies frappent, et tout particulièrement frappent les villes, ce qui entraîne aussi une baisse du taux d'urbanisation. Et la population commence donc à nouveau à croître à partir du début du XVe siècle. Donc l'épidémie est une catastrophe démographique, mais aujourd'hui donc les historiens insistent sur le fait que pour comprendre celles qui étaient donc interprétées comme les grandes crises du XIVe siècle, frappées donc par les épidémies, aussi les guerres, les tumultes. Et il faut comprendre aussi, il faut conjuguer l'épidémie avec d'autres éléments et aussi considérer ce qui précède. Et il faut aussi tenir compte du fait qu'à court terme, la peste peut avoir eu un effet correcteur. Les historiens tentent donc aujourd'hui à nuancer le rôle de la peste dans la crise du XIVe siècle et l'interprètent donc plutôt dans le sens donc d'un phénomène d'accélération plutôt donc qu'un élément déclencheur. Il est désormais clairement établi qu'en Italie, comme dans la plupart des régions européennes, l'accroissement de la population s'était interrompu avant la crise démographique provoquée par la grande peste de 1348. Et on a donc des signes de ces phénomènes de stagnation ou de déclin précoce vers la fin du XIIIe siècle, voire début du XIVe siècle, et cela varie donc selon les régions. Mais donc les éléments qui précèdent des crises, qui précèdent donc les déclins démographiques dus à la peste sont trois essentiellement. On voit donc que les famines et les disettes précèdent la peste. Et il y a une multiplication donc au niveau local et régional qui concerne par exemple toute la péninsule italienne. Et aujourd'hui, la majorité des historiens tendent à interpréter donc ces phénomènes des famines, des disettes, comme la preuve des dysfonctionnements
d'un système dans lequel le rapport entre population et ressources était devenu déséquilibré. Les disettes et les famines, outre leur effet immédiat, provoquent une baisse du niveau des vies des larges strates de la population, rurale et urbaine. Et cette détériorisation des conditions de l'existence humaine entraîne également une diminution de la natalité et probablement aussi de la nuptialité. Elle expose davantage les hommes et les femmes au risque de la maladie et elle s'est traduite donc par une hausse de la mortalité déjà avant la Grande Peste. Deuxième élément, les faillites des grandes compagnies commerciales florentines qui en partie seulement donc étaient liées à la guerre des 100 ans et au fait donc que les remboursements ne sont pas arrivés, mais ce n'est qu'un phénomène qu'aujourd'hui les historiens considèrent plutôt marginal. Et donc la faillite des grandes compagnies commerciales, celles qui étaient des super compagnies, celles des Bardi, des Peruzzi, qui entraînent donc pour l'augmentation de la dette publique. Elles ont lieu donc dans les années 1345-1346. Et troisième élément, la carence chronique des matériaux précieux. Et c'est donc l'un des problèmes de cette époque, la difficulté donc de trouver des nouvelles mines d'argent, et surtout suite à une phase de forte thésaurisation et des transformations de l'or et de l'argent en objets ornements. Donc, difficulté de récupérer donc faible quantité des stocks de métals précieux disponibles, ce qui favorise donc la déflation, donc l'augmentation du prix de l'argent, qui réduit les profits donc des marchands et des entrepreneurs. On assiste donc à une réduction immédiate des activités commerciales et bancaires et les grandes compagnies donc ont pour quelques décennies des réelles difficultés. Et les difficultés sont liées aussi, comme je le disais auparavant, aux affaires que Florence avait avec la monarchie anglaise et française, et aussi les difficultés avec les Anjou, les Angevins de Naples. Or, toutes ces difficultés ont fait que Florence a été considérée comme l'exemple emblématique, paradigmatique de la crise du XIVe siècle, voire l'exemple par excellence. Mais la question que je pose et que les historiens se sont posés, est-ce que pour autant l'économie et la société florentine s'effondrent? Je dirais loin de là. Et d'ailleurs, si vous avez un peu sous les yeux la Florence du début du XVe siècle, vous vous rendez vite compte que cela n'aurait pas pu être possible. Mais non, j'attends. Il faut donc considérer des éléments qui sont donc communs à l'Europe, dans le sens que il faut considérer les avantages d'un monde moins plein à court terme. On assiste en effet à une augmentation des salaires, l'augmentation des salaires, bien entendu, pour les survivants. Si on prend par exemple les chantiers de Saint-Jacques aux Pèlerins à Paris, donc on peut voir que les salaires des ouvriers du bâtiment, une catégorie des travailleurs considérés comme représentative de la plupart des métiers non qualifiés, s'accroissent
Il passe donc des 30 deniers en 1348 et 1349, après des 55 deniers en 1350. En ce qui concerne les sols, on assiste à l'augmentation des surfaces des exploitations avec donc les recentrages sur des meilleures terres. Donc, après la contraction démographique, l'on assiste en effet à une amélioration des conditions de vie des larges couches de la population. En effet, si l'épidémie tue les hommes, elle ne détruit pas les biens matériels ni les capitaux. Les maisons disponibles augmentent, les prix des loyers diminuent, la demande des céréales étant en baisse, les prix du blé devient une préoccupation mineure et en même temps, les salaires s'accroissent, d'où l'amélioration des ressources individuelles et la hausse de la consommation pro capite de ceux donc qui avaient eu, bien entendu, la chance de survivre. Et donc les salaires montent et les prix du grain baissent. C'est un élément fondamental. Les disettes donc diminuent sensiblement à partir de la fin du XIVe siècle. Les salaires nominaux et les paiements à la pièce connaissent une véritable hausse après la peste, triplant presque en l'espace de quelques années. Donc, il faut retenir l'augmentation des salaires, il faut retenir aussi les progrès du niveau de vie des nombreuses couches de la population qui avaient donc survécu à la peste. Un grand historien, donc spécialiste de la Florence des derniers siècles du Moyen-Âge, de Florence et de ses campagnes, Charles-Marie de la Roncière, a également montré donc que la diversification des produits de consommation alimentaire et l'amélioration du niveau de vie fait monter les niveaux et de la qualité de la production. Donc, des développements aussi de vêtements plus luxueux, des chaussures et aussi un meilleur chauffage dans les maisons, donc une amélioration du niveau de vie des populations a été donc mise en évidence par plusieurs historiens et notamment aussi par Charles-Marie de la Roncière. Donc, indéniablement, les conditions de vie s'améliorent et on voit ici quelques exemples donc, des chroniqueurs. Je reprends donc les phrases les plus significatives. C'est Matteo Villani qui dit « Lorsque la mortalité s'arrêta à Florence, les pauvres mendiants étaient presque tous morts et chaque femme de petites conditions avait des biens en abondance, de telle sorte que l'on ne mendiait plus. » Encore, suite à l'épidémie, chaque individu vivait selon sa volonté et chacun voulait bien manger, boire, aller à la chasse et jouer, et tout l'argent était désormais entre les mains des nouveaux riches et puissants. Retenez tout de même ces jolis témoignages. Et encore, les menus peuples, hommes et femmes, à cause de leur abondance exagérée, où se trouvèrent des choses, ne voulaient plus exercer les métiers habituels, et ils voulaient pour eux les mets les plus chers, les plus délicats, et ils se mariaient quand ils les désiraient, en habillant les servantes et les femmes de basse extraction avec les beaux et coûteux vêtements d'honorables femmes mortes. Et sans aucune retenue, presque toute notre ville se livra à une vie malhonnête. Marchionne di Coppo Stefani, dans sa chronique, il dit « Les domestiques étaient devenus si déplaisants et leur salaire si élevé qu'il fut très difficile de leur mettre un frein. Les paysans, quant à eux, exigeaient des contrats qui devaient leur laisser toute la récolte, et les prix des travailleurs grimpaient, et ceux-ci voulaient tellement davantage
des semences d'argent que l'on peut dire qu'ils étaient désormais à tous les titres les propriétaires des terres. Or, vous l'aurez compris, il est évident que les chroniqueurs ne voient pas d'un bon œil le progrès du niveau de vie des salariés et donc l'élargissement des produits de luxe à des nouvelles couches de la population. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, donc celui de suite à l'épidémie, donc les hommes qui aiment bien faire la fête, boire, manger, étaient donc les titres de ces chapitres étaient comment les hommes furent pires qu'avant. Je dirais que c'est vraiment ce témoignage de Matteo Villani qu'on peut aussi interpréter différemment, c'est-à-dire qu'on peut y voir aussi l'envie de vivre, un sursaut, je dirais, de vie. La vie reprend les dessus, un aspect qui, parfois, va aussi de pair avec les refus de laisser la mort s'installer partout, donc de réduire les deuils. Les glas ne sonnent plus à la fin de l'épidémie comme sonnaient donc au début de l'épidémie, donc de restreindre les éléments du deuil et de s'adonner au plaisir, ce que nous avons vu aussi l'an dernier. Les chroniqueurs et avec eux les législateurs semblent donc craindre la force de l'argent capable de renverser les hiérarchies traditionnelles et d'engendrer des troubles sociaux. Et donc, partout, les autorités et les métiers réagissent face à cette montée des salaires. Dans les villes, les structures des corps de métiers se rigidifient et évitent une trop haute hausse des salaires. C'est là on les retrouve, par exemple, dans les statuts des travailleurs en 1351 en Angleterre, on les retrouve dans l'ordonnance en France de 1341. Cependant, tant de sévérité n'apaise pas l'extension sociale, bien au contraire, elle s'accentue après la Grande Peste, lorsque les revendications économiques et politiques des salariés s'ajoutent donc à la volonté d'ascension sociale du petit peuple, largement donc privé des droits politiques. Et là on voit donc exploser des révoltes, donc on en a parlé aussi, donc ici vous avez les révoltes donc des ongles bleus des mollahs et il y a donc en Italie les révoltes des Ciompi, donc de ces travailleurs de l'art de la laine, de la corporation de la manufacture de la laine qui étaient privés de tout droit. Il y a aussi ces révoltes incendies Sienne et Pérouse en 1371, ce qui témoigne donc d'une évolution désormais commune au centre dans lequel le développement économique a conféré un caractère fortement conflictuel aux rapports sociaux. Donc, je vous renvoie, comme je vous disais, aux travaux classiques donc, de Michel Mollat, Philippe Wolff, Ongles bleus, et les révolutions populaires en Europe au XIVe et XVe siècle. Chroniqueurs, législateurs conviennent tous du fait que l'ouverture du luxe à des nouvelles couches de la population a des retombées néfastes sur toute la communauté. Et en effet, c'est à partir de cette époque qu'on voit la multiplication incessante de lois qui visent à modérer les dépenses excessives lors des fêtes, des cérémonies, des mariages et surtout celles des parures féminines. C'est la période où on peut dire qu'on impose un peu une taxe sur le luxe. Et pour rétablir donc la hiérarchie sociale, dont les contours sont beaucoup plus flous
qu'un siècle auparavant, les législateurs limitent donc le déploiement du faste à des catégories sociales privilégiées, les cavaliers, les docteurs, les hommes de loi. Or, ces préoccupations que je viens donc décrire doivent vous faire penser à quelque chose. S'il y avait donc ces restrictions aussi du luxe, cela signifie que le luxe était donc répandu et que certes l'économie florentine n'était pas en crise. Et c'est là donc, on peut le voir, et les historiens donc insistent depuis une quarantaine d'années sur le fait que dès la seconde moitié du XVe siècle, il y a une reconversion économique. Les grands spécialistes donc, de l'économie florentine l'interprètent dans le sens d'une contraction temporaire des activités économiques, provoquée bien sûr par les déclins de la population, mais ensuite donc il y a une période de remise en ordre, d'adaptation, on retrouve donc les mots d'adaptation, qui a donc des conséquences positives. Et là, donc, Florence devient donc un cas qui n'est plus la Florence, donc le cas paradigmatique de la crise, mais peut donc être vu sous une autre lumière. On assiste donc à l'essor des nouveaux secteurs, à des nouvelles tendances apparaissent. Dès lors, les entrepreneurs florentins modifient la structure même des compagnies commerciales. Ils renouvellent les formes et leurs structures et ils organisent de manière stable l'exportation des draps fabriqués à Florence. C'est à cette période que les draps florentins, les draps de laine, s'imposent sur les marchés du tissu du luxe, et c'est aussi dès la fin du XIVe siècle une nouvelle industrie se développe, c'est la manufacture de la soie qui, à partir donc du début du siècle suivant, commence à conquérir de nouveaux marchés. Tout cela donc signifie que derrière le déclin commercial, une nouvelle activité s'était développée, celle donc de la manufacture de luxe. Et en effet, les Florentins du XVe siècle excellent encore dans les activités commerciales, bancaires et manufacturières. Au XVe siècle, l'artisanat misait plus sur la qualité, et c'est là la reconversion, sur la qualité que sur la quantité des produits manufacturiers réalisés et vendus, des étoffes de soie aux produits de l'orfèvrerie, mais aussi aux extraordinaires constructions privées des grandes familles marchandes, aux œuvres sculptées, peintes. Et d'ailleurs, donc, si vous regardez ici donc, les luxes de ces vêtements représentés donc, dans les cortèges des mages, il y a luxe et beauté, un élément sur lequel je reviendrai. Ici, donc, c'est l'illustration de l'art de la soie qui se développe dès la fin du XIVe siècle. Et donc, on est passé d'une économie caractérisée par une haute intensité de travail due à la grande disponibilité du main-d'œuvre à bas coût, à une phase caractérisée par une haute intensité du capital à la fois monétaire, les capitals apportés par les grands marchands entrepreneurs florentins, mais aussi un capital humain, de nombreux artisans qualifiés. Parallèlement, donc, l'élite dirigeante investit dans les projets urbains, fait construire un hôpital. Et quel hôpital? C'est donc l'hôpital conçu par Filippo Brunelleschi et soutient et finance également les œuvres de charité et d'assistance.
Et surtout, donc, on voit que l'attention des autorités communales, des gouvernants, donc, est attirée par celles qui sont donc les conséquences de la peste, les déclins donc des naissances et pour cela donc toutes les attentions se concentrent donc sur les renforcements la surveillance des pratiques sexuelles non destinées à la procréation et la répression donc de la prostitution, de l'homosexualité et en même temps la mise en place des structures ad hoc pour la tutelle, l'assistance destinées aux femmes et aux orphelins. On crée une magistrature exprès pour les enfants, c'est la magistrature des pupilles, une spécificité toute florentine pour sauvegarder les orphelins dans les conflits d'héritage. On crée aussi pour les femmes plutôt que pour les femmes, je dirais, pour faciliter donc la mise en réserve des dots, une institution ad hoc pour encourager les mariages des jeunes. Et donc on voit l'attention se concentre sur les femmes, sur les enfants, autrement dit donc sur les nouvelles, ceux qui devaient garantir la survie des nouvelles générations. Et d'ailleurs, l'assistance se concentre, on voit par exemple les legs, les testaments donc confiés donc à l'assistante, à la grande institution de Saint-Michel qui privilégie ces catégories. Et puis, comme je vous disais, donc, pensez aux entrepreneurs, à la corporation de la soie qui, en 1419, finance cet hôpital, donc ce célèbre hôpital des enfants abandonnés. Et regardez donc tout de suite après la merveille donc de ces enfants donc sculptés par Andrea della Robbia, ce qui vous montre aussi toute l'attention pour l'enfant que la Florence donc de l'humanisme réserve donc porte aux enfants et aussi je dirais aux jeunes. C'est important de le souligner. L'action donc des gouvernants se déploie sur le double front de la morale publique, de l'assistance, relancer la nuptialité, la natalité, consolider l'ordre moral et social, assister, protéger, éduquer, discipliner les enfants. Tels sont les objectifs donc de l'élite dirigeante d'une ville durement éprouvée par la grande peste et par les recrudescences épidémiques. Et donc, je dirais qu'en tant qu'historien, et donc cela donc peut faire suite à ce que Marie-Claire Ferriès a dit, donc en tant qu'historien, nous pouvons donc remarquer la grande vitalité d'une société créative, capable donc de structurer un monde nouveau, une société, je dirais, projetée vers l'avenir, qui a su s'adapter aux nouvelles contraintes démographiques, reconvertir son économie, investir dans les projets urbains. On les voit dans cette cité. La beauté, donc c'est le moment de la grande beauté florentine. Et investi aussi dans la culture, dans l'éducation des jeunes. Une société qui a su aussi soutenir et financer ce que j'appellerais le welfare, les œuvres de charité, les bien-être, dans l'effort également d'apaiser les conflits sociaux. Une belle leçon. Une société qui avait aussi compris, et je reviens donc sur cet élément, qui avait compris toute l'importance des nouvelles générations, toute l'importance de la culture. Je pense que nos gouvernants devraient donc apprendre les leçons de l'histoire. Je vous remercie.